Bonjour. Dans le plus grand secret et une certaine indifférence, la Commission européenne est-elle en train d'ouvrir les marchés européens aux bœufs aux hormones canadiens et aux poulets au chlore américains? Le sujet ne fait la une d'aucun journal, écrit ou télévisé, pour plusieurs raisons, dont une qui est quand même assez surprenante. Tout ce qui concerne les négociations entre l'Union européenne d'une part et d'autre part le Canada et les États-Unis est absolument secret. Alors pourquoi ce secret? Et malgré ce secret, que peut-on dire de ces négociations? C'est les questions que nous poserons aujourd'hui à trois invités. Patrick Le Yarrick, vous êtes directeur de l'Humanité. Et quand je disais il y a une seconde qu'aucun journal ne s'intéressait au sujet, il y a une exception notable, c'est le vôtre. Oui. Voilà, c'est l'Humanité, puisque vous avez même dans l'Humanité publié le mandat de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, mandat pourtant classé diffusion restreinte. Jean-Marc Sirouin, vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine et spécialiste du commerce mondial et des accords commerciaux. Votre éclairage sera donc précieux. Enfin, par Skype, Henri Weber, eurodéputé socialiste, très actif au Parlement européen dans ce débat sur les accords transatlantiques, et vous avez notamment contribué à en faire exclure les champs de la culture et de la communication, tout ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Mais nous allons commencer avec vous cette émission, comme presque chaque semaine, Didier, par le retour sur un trait d'humour mémorable. Je suis désolé, Daniel, je suis obligé de revenir sur l'affaire Leonarda Poloni, qui fait suite, vous le savez, à l'affaire Leonarda Hollande. Soit dit en passant, c'est une sacrée emmerdeuse, cette Leonarda. Bon, pour ceux qui entretiennent des liens distendus avec les grandes polémiques twittosphériques, dont je suis le chroniqueur attitré sur ce plateau, je récapitule. Le 1er novembre dernier, à 9h41 du matin, les followers de Natacha Poloni sur Twitter découvrent ça. Alors, une mama Rome faisant la manche sur les escaliers du métro parisien, fagotée dans un plaid siglé Givenchy, recyclé en jupe avec la légende suivante: Leonarda de retour en France pour la Fashion Week. Nous sommes en présence d'une blagounette raciste qui ne casse pas trois pattes à un chimpanzé, comme on dit à minute, comme nous sommes tous capables d'en commettre dans un de ces moments de relâchement du surmoi que tous les twittos dignes de ce nom connaissent. Mais est-ce le contexte politique actuel, assez pesant, il faut bien le dire, ou la personnalité de son auteur, remplaçante officielle d'Éric Zemmour à On n'est pas couché, donc estampillé réac de service à la télé? En tout cas, la twittosphère réagit de manière assez négative. Alors on a Sébastien Musset qui écrit « Les grands du rire, aujourd'hui Natacha Poloni », c'est ironique, Denis Leroy, « Quelle classe de se foutre de la gueule des pauvres quand on a soi-même toujours eu une assiette pleine devant soi, minable », Mehdi Ouraoui, tu commences journaliste, tu finis Jean Roucas. Benoît Galeret, alors il plaisante pas, Natacha Poloni, je vous conchis. Et même Jean-Vincent Placé, le sénateur écologiste, qui écrit « Tweet nul et nauséabond de Poloni, qui au fond exprime mieux que ses écrits sa relation avec les valeurs de la France. Hashtag lepénisation ». Alors, manifestement surprise par l'hostilité qu'elle a suscitée, Natacha commence par enclencher le rétro-pédalage avec un tweet à la limite de l'autocritique qui dit ceci: bon, une photo insolite envoyée par un ami et un trait d'humour pas très drôle, c'est tout. Avant de passer carrément la marche arrière en annonçant qu'elle supprime son tweet litigieux. Tout le monde a souri, mais certains n'ont pas le droit au second degré, et comme je n'aime pas jouer la provocation, point de suspension. Ce qui ne l'empêche pas de se faire verbaliser sans ménagement par le tweetos nommé Police Nationale. Vous avez raison, Natacha Poloni, même nous, on ne peut plus taper sur les Noirs et les Arabes sans être traités de racistes, tout se perd. On signalera également le tacle sévère que lui inflige le rédacteur en chef du Monde des Livres, Jean Birnbaum, qui dit « Natacha Poloni a tort de sous-estimer sa blagounette. Je suis un vieux lecteur de minutes et pourtant j'en avais rarement vu d'aussi bonne. » Ou encore celui du procureur Wyszynski de la blogosphère, le terrible Bruno Roger Petit, lequel écrit « Natacha Poloni et son tweet sur Leonarda, cette France moisie qui s'épanouit à la télé. » Bon, je vous rassure, très rapidement, on observe dans le ton des tweets anti-polonistes un salutaire infléchissement vers le foutage de gueule de bon aloi. Bernard Langlois qui fait « Chère Natacha Poloni, pour être passé par là, croyez que je compatis à cette cabale qu'on mène contre vous pour un malheureux tweet signé Valérie T. » Il y a Don J-Pèse. Ce qui m'a vraiment choqué est que Poloni donne des conseils en matière d'élégance vestimentaire, ce qui illustre parfaitement Fabien Ménilmuche avec ce tweet.
hein, à propos de Polony et de Fashion Week, remettons les choses à leur juste niveau. Hein, et puis l'humour de droite qui va de son « Hey Polony, t'as vu, il est crevé parce qu'il fait trop de shopping. Ah 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 ». Même Serge Le Lama, la star du moment, est mise à contribution par Justin Bièbière. Je vois que Polony est au moins soutenu par 5 de ses amis. Alors, bon, à partir de là, on se dit que l'incident est clos. Hein. Natacha Polony s'est mangé une petite volée de bois vert. Après une blague foireuse, c'est pas la fin du monde. On passe à autre chose. Pas du tout. 10 jours plus tard, le 11 novembre donc, chauffée à blanc par les quelques témoignages de solidarité qu'elle a reçus entre-temps, Polony contre-attaque en publiant sur le site de Marianne une diatribe vengeresse de pas moins 7 ou 8 feuillets intitulée « Vous n'avez pas le monopole du rire ». Mais vu le ton attantiné en figurique de la tirade, ça aurait pu s'appeler aussi « Vous ne m'avez pas comprise ». Et alors là, c'est du très lourd. Jugez plutôt. Il existe désormais en France un conseil de l'ordre des humoristes patentés. Personne n'a le droit de rire sans leur visa. Quand la corporation des drôles rejoint celle des tartuffes. Rabelais s'en délecterait. Je continuerai donc à rire de tout à conscience déployée. Mieux qu'un conseil de l'ordre des humoristes, ma chère Natacha, il existe un tribunal populaire des déconneurs dont je suis le président. Et les hooligans du rire comme vous, on les envoie dans les mines de sel, au caveau de la République, direct. C'est que du bonheur, hein, cette tribune. En comparaison, le J'accuse de Zola, c'est du Han Roumanoff. Hein. Alors surtout, c'est interminable, donc je vous la fais court. J'adore, par exemple, quand elle décrit la genèse de son œuvre. La photo, envoyée par un ami, me frappe, parce qu'elle raconte tout le paradoxe d'un capitalisme mercantile fondé sur des marques, notamment des marques de luxe, qui créent du désir et provoquent une pulsion d'achat. Et oui, camarades, hein, en réalité, ce tweet était un brûlot anticapitaliste fustigeant la dictature des marques. Qu'est-ce qu'on est con. J'aime bien aussi cette phrase. Les grands inquisiteurs S-humour se rendent-ils compte de ce qu'ils sont en train de faire? Savent-ils que chacune de leurs condamnations blesse un peuple déjà largement exaspéré? Qu'elles sont un peu de carburant en plus pour le Front National qu'ils prétendent combattre? La vache, j'avais pas pensé à ça. Hein. En ne rigolant pas aux blagues pourries de Natacha Polony, c'est le peuple qu'on assassine, nous les Torquemada du rire. Et en plus, on fait monter le Front National. Merde alors. Bon, donc ça, c'était donc le 11 novembre, sur le site de Marianne. Hein. Je vous recommande également la plaidoirie fiévreuse en faveur de Polony, dont Jean-François Kahn s'est fendu dans le magazine Marianne, cette fois, et dans laquelle il incrimine la gauche Ku Klux Klan. Rien que ça. Et Jean-François, on se calme, hein, c'est fini l'affaire du troussage de domestiques par DSK, plus personne n'y pense, hein, il faut tourner la page. Dans ma grande candeur, je supposais que la séance de pleurnicherie victimaire de notre sainte Blandine autoproclamée était terminée. Toujours pas. Le lendemain soir, au grand journal de Canal+, rebelote. Le problème, où est-il? Il est qu'il y a des gens qui se sont institués les gardiens du bon goût. Et on n'est même plus dans de la politique là-dedans. On est dans de la guerre de religion. C'est-à-dire, j'ai blasphémé, j'ai osé dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc, bah voilà, Torquemada est à la manœuvre. C'est de l'inquisition, quoi, tout simplement. Parce que... entendre parler de Dieudonné, ça me fait super pareil. Non, mais ça n'a rien à voir. Attendez, moi je vais vous montrer autre chose. La une d'un journal, qui est sortie aujourd'hui. Regardez, la une de Minute aujourd'hui. Mais justement... Taubira retrouve la banane. Ça, je trouve ça immonde. Ouf! Un conseil pour conclure, ma chère consoeur, en première année d'école du rire, la recommandation d'un humoriste patenté, membre du Conseil de l'ordre des rigolards homologués. Vu le contexte actuel, on arrête les blagues racistes. Hein. Nous tous, en temps normal, on y a droit, mais là, c'est terminé. Tiens, allez, un dernier petit tweet pour la route. Il est signé d'un camarade, mais j'aurais pu le signer moi-même. Il est signé de Stéphane Guillon, qui écrivait donc « Par le passé, Natacha Polony m'a souvent donné des leçons de bon goût. Je constate avec joie que l'élève dépasse le maître. Je confirme. » Merci Didier. Dans une seconde, un sujet beaucoup moins drôle. Les accords commerciaux transatlantiques nous menacent-ils d'une invasion de bœufs aux hormones canadiens? À tout de suite. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Union européenne vient de conclure des négociations commerciales avec le Canada. Elle va entamer des négociations commerciales apparemment extrêmement importantes avec les États-Unis. Mais si vous ne le savez pas, c'est parce que, en effet, ces négociations se déroulent dans une relative indifférence et dans un surprenant secret. Alors, on va essayer de faire un peu d'ordre dans tout ça de la manière la plus pédagogique avec vous, Sébastien, en revenant sur le début de ces négociations avec les États-Unis. Quand est-ce que ça a commencé ?
Voilà, en fait, c'est en février 2013 que Barack Obama a annoncé le lancement des négociations avec l'Union européenne pour créer une grande zone de libre-échange. Objectif, supprimer les barrières douanières, harmoniser toutes les normes et les règlements pour créer un grand marché transatlantique. Alors, quasiment tous les secteurs économiques sont concernés, l'agriculture, l'industrie, le marché de l'énergie, les mouvements de capitaux. C'est pas la première fois que l'Union européenne et les États-Unis se lancent dans ce type de négociations, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais abouti. Cette fois-ci, les États-Unis et la Commission européenne chargée de négocier ce traité transatlantique pensent avoir trouvé l'argument massu. Alors écoutez bien, Barack Obama, John Kerry et le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, car écoutez-les bien, ce n'est pas tout à fait le même argument qu'ils utilisent. Now, even as we protect our people, we should remember that today's world presents not just dangers, not just threats, it presents opportunities. To boost American exports, support American jobs, and level the playing field in the growing markets of Asia, we intend to complete negotiations on a Trans-Pacific Partnership. And tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership with the European Union, because trade that is fair and free across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs. Le président Obama pense qu'il y a une chance unique devant nous pour le traité transatlantique, l'investissement et les accords commerciaux. Nous pensons que c'est quelque chose qui peut aider à relever l'économie de l'Europe, à renforcer notre économie, à créer des emplois pour les Américains, les Allemands et les Européens en général, et donner naissance à l'un des plus grands marchés dans le monde. Karel de Gucht, vous êtes le commissaire européen au commerce. Pourquoi vous défendez ce projet? Je suis un farouche partisan de cet accord, enfin de ce possible accord, parce que je suis convaincu qu'on pourrait créer beaucoup d'emplois supplémentaires pour nos concitoyens et certainement aussi pour nos jeunes. Alors, pour essayer de comprendre un peu les objectifs des uns et des autres, est-ce qu'on peut essayer de résumer? Pourquoi, dans quel but les Européens et les Américains négocient-ils? Qu'est-ce que les uns et les autres en attendent? Ils en attendent, il y a un discours officiel et puis il y a le reste. Le discours officiel, c'est la croyance à discuter, justifiée ou non, que davantage de commerce relancera l'emploi, relancera la croissance, même si au final, les résultats, même les plus optimistes attendus, sont néanmoins relativement limités. Puis il y a un aspect sans doute beaucoup plus stratégique. Normalement, c'est les négociations qui sont privilégiées traditionnellement sont les négociations multilatérales avec l'OMC. Donc il y a eu un cycle qui a été ouvert il y a plus de 10 ans maintenant, qui n'a pas progressé, qui a vu l'arrivée des pays émergents, ce qui a compliqué la négociation et modifié le leadership. Autrefois, il suffisait que les États-Unis et l'Union européenne s'entendent pour que finalement les autres se rallient à la position des deux pays, moyennant quelques ajustements. C'est quelque chose qui ne fonctionne plus. La négociation de ce traité transatlantique, d'une certaine manière, vise aussi à rétablir ce co-leadership, puisqu'il est textuellement dit que ce qui va être décidé entre l'Union européenne et les États-Unis, si l'accord est conclu, ce dont je suis loin d'être certain, pourrait se généraliser à l'ensemble des pays. Donc d'une certaine manière, on achève les négociations multilatérales qui sont ouvertes, on achève un peu aussi une des fonctions de l'OMC, pas l'OMC, mais une des fonctions de l'OMC, qui est l'organisation des négociations multilatérales, et on construit un nouveau mode de libéralisation des échanges qui restaure l'ancien leadership, co-leadership États-Unis-Union européenne. Enfin, si je vous comprends bien, on essaye de le construire. On essaye de le construire, je suis très sceptique sur le résultat, mais on essaye effectivement de le construire. C'est une réponse à l'échec avéré, même s'il n'est pas encore constaté, des négociations multilatérales ouvertes il y a plus de 10 ans maintenant. D'accord. Alors, pour quelle raison pensez-vous que ce soit un marché de dupes de la part des Européens, et pour quelle raison avez-vous titré votre livre Dracula contre les peuples? Parce qu'on est en train de mettre en place un système qui va totalement écraser
les citoyens, ceux qui sont travailleurs comme ceux qui sont consommateurs. Les Européens, vous voulez dire? Européens, Américains, Canadiens, tous, parce que se discute concomitamment ce traité transatlantique et un traité transpacifique, duquel est exclue la Chine. Donc, transpacifique, c'est entre qui et qui? Les pays de la zone Asie, excluant la Chine, et celui-ci. L'objectif fondamental est de, comme ils disent, le libre-échangisme intégral, favoriser le commerce. Pourquoi veulent-ils favoriser le commerce aujourd'hui? Pour des raisons qui ont été dites là. Dans la récession et dans la crise, où on compresse en permanence les dépenses et les possibilités pour les citoyens d'acheter ce dont ils ont besoin, eh bien, les firmes transnationales cherchent des débouchés supplémentaires. Et donc, elles vont développer, amplifier encore leur guerre économique sur des débouchés qu'elles vont considérer comme élargis. Ça, c'est une donnée. Mais la seconde donnée extrêmement importante, hormis je suis d'accord avec ce qui se dit sur la discussion multilatérale à l'Organisation mondiale du commerce, donc on va préférer des discussions dites bilatérales. Pour toujours ce même objectif, imposer des normes de droit social, de droit économique, de droit écologique, correspondant aux demandes des firmes. Mais, alors, on va revenir sur les normes. Je voudrais juste revenir une seconde sur ce que vous dites des autres négociations dont on parle encore moins en France et en Europe que des négociations transatlantiques, c'est les transpacifiques. Parce que ce que vous dites dans votre livre et qui est intéressant, c'est qu'un des objectifs des États-Unis, c'est d'éviter tout risque de constitution d'un grand marché asiatique. Oui, il fallait absolument que ne se fasse pas autour d'un certain nombre de pays, notamment la Chine, ce marché, laquelle Chine aussi essaye de construire un certain nombre de choses de son côté. Et dans quelle mesure les négociations transatlantiques sont un moyen pour les États-Unis de tenter de tenir la Chine en échec? En menant les deux, ils imposent en même temps les mêmes normes. Qu'on ne discutera plus. Parce que des normes qu'on ne pouvait plus discuter précisément à cause de l'émergence des pays émergents précisément, qui demain vont être quand même la majorité du commerce mondial, vont être la majorité de la population, eh bien il s'agit d'une manière ou d'une autre de contourner ça et ces deux traités vont le pouvoir. Donc il y a un enjeu géopolitique extrêmement important. Henri Weber, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites la même analyse générale des négociations transatlantiques? Non, je vais vous dire quels sont les objectifs et quelles sont les objections. En matière d'objectifs, il y en a deux. Pour ce qui est des Européens, pour nous, il s'agit de rééquilibrer la question de l'ouverture des marchés publics. Nos marchés publics en Europe sont ouverts aux soumissionnaires étrangers, notamment nord-américains, à hauteur de 80%. Les marchés sont ouverts. Les marchés américains sont ouverts à hauteur de 35%. Il y a là un déséquilibre qui est scandaleux. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer. Et l'objectif des Européens, c'est de rétablir un équilibre dans ce domaine. L'objectif des Américains, c'est de rééquilibrer leur commerce avec l'Europe. Parce que contrairement à ce qu'on raconte et à ce qu'on croit, c'est l'Europe qui enfonce les États-Unis sur le plan commercial. Le déficit des États-Unis par rapport aux Européens du point de vue des importations est de 116 milliards d'euros par an. Le commerce est très important. On dit on va ouvrir les marchés sont déjà considérablement ouverts. Je ne veux pas vous abrutir de chiffres, mais les échanges sont passés de 449 milliards d'euros en 2001 à 497 milliards d'euros en 2012, et les exportations des Européens vers les États-Unis sont de 380 milliards, les importations des Européens venant des États-Unis sont de 265. Donc il y a un excédent de 116, ça défrise les Américains, on les comprend, ils aimeraient rééquilibrer. Ça, c'est les objectifs au niveau commercial. C'est pas tellement de baisser les barrières douanières, elles sont déjà extrêmement basses, elles sont de l'ordre de 4%. C'est d'essayer de lutter contre les barrières non tarifaires, qui elles sont très nombreuses. Les affaires de normes, de standards, de règlements, qui font que toutes sortes de nos produits ne peuvent pas accéder. Ça, c'est le premier objectif.
Mais il y a un deuxième objectif souligné par vos invités, qui est la bataille pour le pouvoir normatif. Parce qu'en effet, le commerce international est en crise profonde. Le commerce multilatéral mené par l'OMC dans la conférence de Doha, ça fait 12 ans qu'il ne se passe pas grand-chose, notamment en raison de l'irruption massive des grands émergents. Et donc, il y a une bataille des normes. La question est de savoir, est-ce que ce seront l'Union européenne, les États-Unis, autrement dit les Occidentaux, qui définissent les normes mondiales techniques, sanitaires, de sécurité, mais aussi sociales et environnementales jusqu'à présent, ou bien est-ce que ça va être les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, d'autres qui ont d'autres préoccupations. Et ça, c'est une bataille essentielle, car qui définit les normes... Mais pour vous, Henri Weber, dans cette bataille des normes, on va y venir dans une seconde à la bataille des normes, pour vous, dans cette bataille des normes, Européens et Américains sont du même côté, contre les Asiatiques. Non, bon, déjà, ils sont en partie du même côté. Par rapport aux Chinois, ils sont clairement du même côté. Moi, je ne souhaite pas que les normes sanitaires et de sécurité soient définies par les Chinois, encore moins les normes environnementales. Moi, je tiens à la perpétuité. Bon, donc là, il y a une bataille qui est tout à fait essentielle. Mais entre les États-Unis et les Européens, il y a des divergences fortes. Par exemple, nous avons, nous, Parlement européen, voté une résolution de mandat de négociation. Il y a là-dedans une trentaine de points qui sont des lignes rouges pour nous. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture... Alors, on va y venir. Attendez, juste, on va y venir. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que, effectivement, ce qu'on a découvert à propos de ce sujet, de cette polémique, c'est qu'évidemment, un des aspects extrêmement importants, c'est la bataille des normes. Et comment on l'a découvert? On l'a découvert parce que les voix qui ont porté cette question sur la place médiatique sont principalement les voix des opposants, et notamment d'un certain José Bové. Oui, José Bové, donc en fait, quand l'Europe a signé l'accord avec le Canada, donc c'était au mois d'octobre, il se trouve que cet accord n'a pas été rendu public. On ne connaît pas le texte. Et José Bové, qui était donc invité sur BFM, s'est agacé, a dénoncé l'absence donc de texte et surtout le fait que cet accord pourrait signifier l'arrivée du bœuf aux hormones canadien. On regarde. On a deux négociations. Celle avec le Canada, qui a été menée par la Commission européenne avec le Canada. Le président Barroso, européen, et le Premier ministre ont signé. Maintenant, ça doit être ratifié par le Conseil, c'est-à-dire les ministres et le Parlement. Le problème, c'est que personne n'a vu le texte. C'est-à-dire qu'on est dans des négociations avec le Canada, l'Europe est en négociation avec le Canada sur divers sujets, sur divers produits, et personne n'a vu le texte. Personne n'a vu le texte. Même pas le gouvernement français. Le gouvernement français ne l'a pas vu. Je viens de discuter encore avec Nicole Bricq, qui vient de sortir. Discussion chaude dans les couloirs. Oui, on s'est pris parce que c'est invraisemblable. Elle me dit non, mais tout va bien. Je lui dis comment tu sais que tout va bien, puisque de toute façon vous n'avez pas le texte. Or dans ce texte, la question des importations de bœuf qui risquent d'être hormonés, effectivement c'est un vrai problème, on le sait. Sur les services, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais si vous n'avez pas le texte, vous savez pas qu'il y a des négociations sur du bœuf hormoné. On sait parce que c'est marqué. Il y a un texte de 5 pages qui a été remis à tous les ministres par le président Barroso. Ce texte a été remis aussi au Parlement, donc on a les grands chapitres. Alors, deux sujets, le secret et les normes. Alors, on commence par le secret. Je vous ai vu faire la moue quand Bové disait Nicole Bricq, ministre française du Commerce extérieur, n'a pas vu le texte de l'accord européo-canadien. Oui, bon, je ne sais pas quelle est la date de cette interview, mais évidemment, il y a 3 semaines. Ça m'étonne un peu, puisqu'il y a des consultations quasiment permanentes entre la Commission et les gouvernements français. Il y a même un comité qui est chargé d'assurer la liaison et que de toute façon, ça doit être ratifié par le Conseil. On avait mené l'enquête auprès du ministère du Commerce extérieur. On avait cherché à savoir si eux, ils savaient s'ils avaient eu l'accord, s'ils l'avaient vu. Oui, alors en fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils n'avaient pas le texte complet. Alors, le ministère français du Commerce extérieur. Français, voilà, sous prétexte qu'il n'avait pas été traduit, c'était 1000 pages et que la traduction prenait du temps. C'est un problème de traduction. Voilà, mais par contre, Nicole Bricq, elle, a assuré que le bœuf aux hormones canadien ne faisait pas partie des discussions. Elle l'a répété quand José Bové faisait pas partie de l'accord. Ouais.
Mais quand elle dit ça, quand elle dit ça, on la croit pas. Quel est son degré de connaissance à elle? Quel est le degré de connaissance du gouvernement français? Il sait forcément, le gouvernement sait forcément. Alors effectivement, la bureaucratie bruxelloise impose que l'on se prononce au Conseil des ministres sur un texte définitif, ce qui pose un problème de traduction, parce qu'il doit être traduit dans une multitude de langues. C'est pour ça que les procédures de ratification durent souvent 2 ans. Pas pour les traductions, mais pour la mise au point final du texte. Et bien évidemment, le ministre du Commerce extérieur connaît tous les détails de ce texte. Pourquoi ils sont pas publics? Pourquoi le texte d'un accord européo-canadien n'est pas public? Mais le problème de traduction est particulièrement important. Oui. Si vous avez 2 textes qui disent des choses différentes pour des raisons de traduction, c'est un peu difficile. C'est juste pour des raisons de traduction? Je pense qu'il y a une grande partie qui est due à la traduction, mais que l'essentiel, enfin que tout est connu par les ministres, bien évidemment, puisqu'ils sont associés. Patrick Le Yarrick, vous êtes d'accord? Le secret qui est dénoncé par Beauvais, par vous-même dans l'UMA, etc., est dû uniquement à des questions de traduction? Beaucoup de gens connaissent, lisent et savent traduire l'anglais désormais. Et dans les cabinets ministériels, sûrement. Sinon, il faut embaucher. Non, je ne crois pas que ce soit la question. Il est vraisemblable qu'elle n'ait pas la totalité. Quand on pense que depuis 15 jours ou 3 semaines, on se chamaille en France sur un contrat interne fait avec la société Ecomove, que paraît-il personne n'a vu et personne n'a lu, je suis enclin à penser que la ministre elle-même, vraisemblablement, n'a pas les tenants et les aboutissants de ce texte. Vous le pensez, mais vous n'en savez rien. Vous êtes comme tout le monde. Vous supposez. Évidemment, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son bureau. Mais j'ajoute que vous n'êtes pas seulement directeur de l'UMA, vous êtes aussi eurodéputé. Hein. Oui, mais on pourrait faire effort, si on en avait la volonté, et surtout quand il y a un gouvernement de gauche, on pourrait faire effort pour donner aux citoyens, en transparence, les tenants et les aboutissants d'un texte, ne serait-ce que pour aider nos concitoyens à intervenir quand c'est nécessaire. Henri Weber, sur ce point du secret, je veux dire, vous avez la pratique de ce genre de choses, les accords ou les mandats de négociation dans ce type d'affaires ont vocation à être publics ou secrets? Écoutez, je veux dire comment ça se passe. Bon. Il y a des mandats de négociation qui sont votés, notamment par le Parlement et par les chefs d'État et de gouvernement. Après, nous sommes 28 États en Europe. Nous n'allons pas négocier à 28. Il y a donc un négociateur. Ce négociateur est le président de la Commission du commerce extérieur, commerce international. Et lui négocie en fonction du mandat qui lui a été donné. Il ne fait pas ce qui lui plaît. Bon. Pourquoi il ne fait pas ce qui lui plaît? Parce que si le résultat ne correspond pas au mandat, eh bien le Parlement va voter contre. Qui décide dans cette affaire à la fin? C'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement et c'est le Parlement européen. Bon. Alors le Parlement européen ne va pas négocier lui pendant 5 ans, parce que chacune de ces traités commerciaux internationaux dure longtemps. Le traité sur le Canada dont on parle, il a commencé en 2009. On est à la veille de 2014. Voilà ce que c'est qu'une négociation sur le commerce international. Parce que les sujets sont extrêmement divers, les intérêts sont complexes, donc il est normal que ça dure longtemps. Et est-ce qu'il est normal que ça se déroule dans le secret, selon vous? Non, il est tout à fait anormal que ça se déroule dans le secret. C'est pourquoi le Parlement a exigé que pour le traité transatlantique, il y ait un comité, une commission parlementaire qui suive les négociations semaine après semaine. Et vous l'avez exigé et obtenu? Vous l'avez exigé et obtenu, Henri Weber? On l'a obtenu, on va voir maintenant on va voir comment il est mis en place. Mais tu sais très bien, Henri, tu as été dans les mêmes réunions que moi parfois, où il y avait le représentant du négociateur américain et le représentant du négociateur européen, et quand nous posons des questions, toi comme moi, comme d'autres, sur tel ou tel aspect, on nous dit on ne peut pas vous répondre, on ne vous répondra pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, dis ça. Non, mais ils ne peuvent pas nous répondre. Bon. Il ne faut pas sous-estimer la complexité de la tâche. Les intérêts des Américains. Pourquoi tu défends l'indéfendable?
Non, je défends pas l'indéfendable. J'informe. Moi, je me borne à informer. Je défends rien. Je dis que les intérêts américains sont eux-mêmes divers. Il y a des branches d'industrie et des branches de la finance tout à fait divers aux États-Unis qui ont des intérêts contradictoires entre eux. Mais ça n'a rien à voir avec est-ce qu'on informe ou est-ce qu'on n'informe pas. Ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si on informe ou si on n'informe pas. Non, mais il faut le savoir. Donc, ça explique la complexité de ces négociations. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'à la fin des fins, c'est le Parlement européen et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui décident. C'est eux qui décident. Et ils décident sur des textes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient. Ils votent. Alors, peut-être qu'on sera minoritaire, peut-être qu'on sera majoritaire. Sur la question de l'exclusion des services audiovisuels et de la culture de la table de la négociation, nous avons été majoritaires. Alors, et nous l'avons exclu. Et on va y venir dans une seconde. Mais alors, avant, je voudrais qu'on discute une seconde des normes. Alors, parce qu'effectivement, c'est un enjeu, c'est peut-être même le principal enjeu, et Beauvais le posait à propos de cette histoire de bœuf aux hormones canadien. Oui. Nicole Bricq disant, mais non, c'est exclu de l'accord, il n'y a aucun problème, enfin, sauf qu'apparemment, on n'en est pas sûr, j'ai pas bien compris. Comment ça se passe dans une négociation internationale où effectivement les deux parties n'ont pas les mêmes normes, mettons les sanitaires ou phytosanitaires, laquelle impose sa norme à l'autre? Ça se passe comment? Déjà, dans les textes internationaux, vous n'avez pas forcément le détail bœuf aux hormones ou le chlore. Vous avez un texte... Le chlore, c'est pour les poulets. Hein. C'est pour les poulets. Donc, vous avez un texte qui fixe les règles et les conditions pour lesquelles on peut se protéger, des textes par ailleurs assez flous. L'OMC a ses textes. Il y aura sans doute d'autres textes dans le traité si on arrive jusqu'au traité. Mais on ne va pas jusqu'à définir le bœuf aux hormones, etc. Éventuellement, après, c'est un différend qui est porté donc, à l'OMC jusqu'à maintenant pour arbitrer si effectivement c'est abusif ou si ce n'est pas abusif. Et dans le cas des hormones, l'Union européenne avait été condamnée. Attendez, je ne comprends pas. Weber vient de nous dire l'essentiel, c'est la bataille des normes. Et ce que vous nous dites, nous, c'est que dans ces négociations et dans ces discussions, on ne discute pas des normes, en fait. Si, mais des règles. On va discuter des normes. Bien sûr, je ne suis pas sûr que... On va discuter des normes, c'est-à-dire les conditions pour lesquelles un pays peut imposer ses propres normes qui sont nécessairement, ou qui peuvent être restrictives vis-à-vis des importations, négatives, et dans quelle mesure ces normes sont donc compatibles avec les principes généraux qui sont définis dans les textes. Donc le modèle, si vous voulez... Excusez-moi, je suis perdu. Comment ça va se passer, ou comment ça s'est passé, puisque la négociation est terminée, là, avec le Canada, sur le bœuf aux hormones? Ça, on ne sait pas, puisque je n'ai pas, je n'ai pas vu le texte. Alors, comment ça va se passer avec les Américains sur le poulet au chlore? Puisqu'alors, donc il y a le bœuf et il y a le poulet. Les Américains traitent leur carcasse de poulet au chlore. Les Français, enfin les Européens, notamment les Français, ont d'autres méthodes. Ils préfèrent, Sébastien est devenu maintenant un spécialiste mondial du poulet, du nettoyage de poulet. Ils préfèrent d'abord les refroidir et les sécher. Comment ça va je veux dire, donc on va discuter. Ça va se passer comment? On va discuter sur je pense, je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'on va d'abord discuter sur le cadre. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans quelle mesure, quelle est la preuve scientifique, par exemple, que l'on doit apporter pour démontrer que cela risque de nuire à la santé des consommateurs. C'est-à-dire, ok, donc les Américains vont dire c'est mieux de nettoyer les poulets au chlore, les Européens vont dire c'est mieux de les assécher et de les refroidir, on va pas se mettre d'accord et ensuite il va se passer quoi? Pardon? Soit on n'ira pas plus loin que le texte de l'OMC, ce que je pense, soit, de toute façon, la négociation échouera, ce que je subodore également, puisqu'Henri Weber parlait de lignes rouges. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes rouges dans le texte, mais des lignes qui sont tellement rouges qu'elles marquent déjà, elles annoncent déjà l'échec vraisemblable de la négociation. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que Dracula va perdre contre les peuples? Que c'est écrit d'avance? C'est pas écrit d'avance, c'est souhaitable. Il y a des mouvements qui se lèvent contre ça. Mais pour revenir à votre question-là, évidemment, on ne va pas écrire dans un texte que nous allons importer spécifiquement du bœuf aux hormones pour empoisonner la planète entière. Mais on va importer un contingent de bœuf. Selon telle ou telle catégorie. Et non, sauf si on décide qu'on ne les importe pas parce qu'ils sont aux hormones. Attendez. On va importer des contingents de bœuf. Mais après, on ne nous dira pas dans quelles conditions ils sont produits. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Je crois que c'est au mois d'avril ou au mois de mai,
le Parlement européen a été amené à voter une résolution sur la possibilité de traiter nos carcasses à l'acide lactique, comme le font les Nord-Américains. Pourquoi faisons-nous ça? Nous faisons ça pour faire coller le tuyau au gabarit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les choses avancent, eh bien, on nous demande, d'une manière ou d'une autre, eh bien, de nous soumettre. Et c'est ce qui se fait en général, malheureusement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a cette tendance-là. Bon, ceci dit, on ne se soumet pas tout le temps, heureusement, et j'espère qu'on ne se soumettra pas sur n'importe quoi. Sur ce que vous avez dit, il est bien clair que ce que l'on négocie, ce n'est pas la fermeture des marchés, c'est l'ouverture des marchés. Donc il ne faut pas s'attendre, si accord il y a, à ce qu'il y ait une plus grosse régulation, une régulation plus sévère des normes sanitaires. Si l'accord aboutit, ça sera pour avoir des normes, au contraire, plus ouvertes aux importations. Et donc plus laxistes en matière sanitaire. Et certainement plus laxistes en matière sanitaire. Forcément. Sinon, puisqu'on négocie, on négocie sur l'ouverture, sur la capacité d'importer davantage des États-Unis. De toute façon, quel que soit le compromis, si vous avez surtout sur les questions de santé et les questions d'environnement, si vous êtes aux normes les meilleures, ce qui reste à prouver, mais en admettant que nous avons les normes les meilleures, et en général en France, nous avons sur les questions de santé des normes très strictes. Dès lors que vous vous engagez dans un compromis, vous les baissez forcément. Donc, ce qui veut dire que, contrairement à ce que dit Nicole Bricq, sur l'accord canadien qui a été conclu, il est probable que du bœuf aux hormones canadien va bien arriver en Europe. Il est très possible. Je ne sais pas. Il est très possible. Vous dites, si on conclut, c'est pour ouvrir, donc on peut supposer, c'est bien ça, on peut déduire du fait que la négociation a abouti, on peut en déduire du fait qu'on a lâché sur les normes. Pas forcément. Pas forcément. C'est une négociation globale. Ouais. C'est-à-dire que dans une négociation globale, l'Union européenne va demander l'ouverture des marchés. Henri Weber l'a dit, les Américains vont demander autre chose. Tout le monde ne cédera pas sur tout. Mais pour que l'accord se conclue, il faudra qu'au final, ils considèrent qu'il y a des concessions qui sont à peu près équilibrées. Après, il appartiendra notamment au Parlement d'apprécier cet équilibre ou pas. Mais le but de la négociation, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à satisfaire deux demandes qui sont de toute façon incompatibles. Alors pour être certain que je comprenne bien, même sur un accord conclu, qui est l'accord avec le Canada, personne ne peut dire aujourd'hui si du bœuf aux hormones américain va arriver en Europe ou pas. Personne ne peut le dire. Il faut regarder le texte en détail, si cela permet ou pas. Et encore, on le saura en regardant le texte en détail ou même, non, ou même pas forcément. Je rappelle que pour le bœuf aux hormones, l'Union européenne, en dehors de tout traité, l'Union européenne a déjà été condamnée sur la question du bœuf aux hormones par l'OMC. Ce qui a entraîné... Parce qu'on en produisait ou parce qu'on en importait? Parce qu'on en importait. En fait, on interdisait les importations de bœuf susceptibles d'incorporer des hormones, ce qui a conduit donc à la condamnation de l'Union européenne, non pas tellement sur le fait qu'on se protège des hormones, enfin bon là je raccourcis très vite, mais plutôt parce qu'on interdisait donc tout le bœuf aux hormones. Il fallait alors trouver, ce qui a été négocié par la suite, un moyen de se garantir que le bœuf importé ne contenait pas des hormones. On a été condamné parce qu'on interdisait l'importation de bœuf aux hormones. De bœuf susceptible. Parce qu'on l'interdisait, pas parce qu'on en importait. Parce qu'on l'interdisait. On a été condamné, oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que si ça ne figure pas dans le mandat de négociation, parce que c'est ça par rapport aux États-Unis, il n'y a pas de bœuf ni de poulet, etc. Il y a des normes. Mais si ça ne figure pas non plus dans l'accord final, quand est-ce qu'on saura si effectivement, s'ils est nulle part, quand est-ce qu'on saura effectivement si on aura du... Henri Weber, peut-être une réponse à cette question. Oui. Non. Le mandat de négociation, je l'ai regardé de près, je l'ai défendu. Dans le mandat de négociation, sur la question de l'agroalimentaire, il est explicitement dit que les Européens n'importeront pas de bœuf aux hormones, de volaille... Dans quel mandat? Dans le mandat avec les Américains? Oui, non, mais c'est dans le mandat de négociation. Avec les Américains? Pardon? Dans le mandat parce qu'il y a deux négociations. Avec les États-Unis. Bon. Alors moi, attendez, franchement, excusez-moi, Henri Weber, moi j'ai lu le mandat de négociation avec les États-Unis puisque le Yarit le publie dans son livre. J'ai pas vu parler de bœuf aux hormones, pas du tout. C'est l'objet d'une discussion. Je vous enverrai la version que nous on a discutée où il y avait un point sur l'agroalimentaire. Ah, il y a deux versions.
Et vous n'avez pas la bonne. Tu parles de la résolution du Parlement européen. Tu ne parles pas du mandat de négociation que s'est donné la Commission. C'est autre chose. Non, moi je parle de la résolution du Parlement européen. Il l'a voté à une immense majorité, une majorité des deux tiers. D'accord. C'est le Parlement européen qui décide à la fin des fins. Ah ben, non, mais d'accord, mais ça correspond pas. Et les chefs d'État. Entre la résolution du Parlement que vous avez votée et le mandat de négociation que publie l'UMA, que s'est donné la Commission. Le bœuf aux hormones a disparu. C'est donné toute seule. Bon, mais à ce moment-là, la Commission aura un problème quand elle présentera les résultats. Et vous le savez, Henri Weber, juste une question, vous ne le saviez pas? Vous ne saviez pas que le bœuf aux hormones avait disparu en chemin? Moi, je vous parle du Parlement et de la résolution du Parlement. Et je vous en parle pourquoi? Parce que je vous dis et je vous répète qu'à la fin des fins, c'est le Parlement qui vote. Il a le droit de veto. S'il ne veut pas de cet accord, il n'y aura pas d'accord. Le président de la République a le droit de veto aussi, Henri. Alors, maintenant, plus généralement, quand on va dans une négociation de cette nature, c'est pas pour imposer de façon unilatérale nos préférences collectives et nos choix de société et refuser de façon unilatérale les préférences des autres. On va à la recherche de compromis. Si des compromis mutuellement avantageux sont possibles, on les conclut. S'ils ne sont pas possibles, eh bien, il y a échec. C'est-à-dire que sur cette question du bœuf ou sur cette question des OGM, chacun reste sur ses positions. Personne ne nous impose d'aboutir à un résultat s'il n'y a pas de compromis possible. Donc c'est ça. Et on a bien compris. Sur les OGM, mais comment on peut expliquer qu'on continue à juste titre d'interdire la culture d'OGM dans l'Union européenne et on en importe à tire-larigot des États-Unis et de l'Amérique du Sud? Ça, il faut demander aux importateurs. Mais tu dis qu'on va le bloquer. On ne bloque rien du tout. On ne bloque rien du tout. Nous importons tous les jours des tonnes et des tonnes d'OGM. Tu le sais très bien. Pourquoi tu dis ça? Non. Si j'ai bien suivi, ça veut dire que s'il y a un décalage entre le texte du Parlement européen et puis le mandat, s'il y a un décalage notamment sur le bœuf aux hormones, et si vous dites que vous refusez l'accord, en fait, si j'ai bien suivi, c'est tout l'accord qui serait refusé. Oui. C'est pas juste... Oui, d'accord. Mais votre premier invité a tout à fait raison. Il est nullement que cette négociation aboutit sur un accord. Elle peut tout à fait échouer ou elle peut tout à fait déboucher sur un accord partiel, sur quelques points seulement. Jean-Marc Siroine va même beaucoup plus loin. Il pense qu'elle va échouer. Hein. Là, il prend les paris. Non, un accord partiel pour sauver la face sur des petites choses qui, de toute façon, ne posent pas de problème. Facilitation du commerce, des choses comme ça. D'accord. Donc peut-être qu'on s'émeut beaucoup pour pas grand-chose. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais si ça échoue, c'est parce qu'on s'aime beaucoup, peut-être. Voilà. Et de fait, quelque part, en tirant la sonnette d'alarme comme vous le faites, comme le fait Beauvais, etc., est-ce que quelque part vous ne contribuez pas à renforcer la position des négociateurs européens qui vont se retrouver face aux Américains et qui vont pouvoir dire face aux Américains « Oh, mais nos opinions publiques n'accepteront jamais le bœuf aux hormones, les OGM, etc. Regardez l'humanité, regardez Mélenchon, etc. » Est-ce que vous jouez ce rôle-là aussi? Mais c'est ce qu'on a fait sur l'audiovisuel. Ouais. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait sur l'exception culturelle. On a établi d'entrée de jeu un rapport de force pour dire aux Américains que de toute façon, il est hors de question que nous nous alignions sur leurs normes et sur leurs préférences, que pour nous, la culture, ce n'est pas une marchandise, et que en conséquence, les services audiovisuels et l'Internet, ça sera hors de la négociation. Et on l'a posé d'entrée de jeu pour bien expliquer qu'on n'était pas là pour s'aligner sur eux. Alors, et là, vous avez joué un rôle déterminant. Et quel était l'enjeu exactement? Quel aurait été le risque pour les industries culturelles françaises si elles avaient été incluses dans la négociation? Énorme, parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas de la télévision de papa, de celle qui trône dans le salon. Ça, les Américains sont d'accord pour qu'on la subventionne et qu'on la défende de mille manières. Ce dont il s'agit, c'est de la télévision du futur. Celle
que vous captez sur le smartphone, sur les ordinateurs, avec le podcast, avec la télévision de rattrapage. Bon, autrement dit, et quel était le risque concrètement, sur Internet. Concrètement, quel était le risque? Pardon? Concrètement, quel était le risque? Le risque, c'est que ce secteur-là du nouvel audiovisuel soit complètement déréglementé et pas soumis à subventionner les œuvres. Aujourd'hui, tous nos supports audiovisuels versent une quote-part pour subventionner les œuvres culturelles. Bon, et si la télévision du futur n'est plus amenée à le faire, eh bien le cinéma n'est plus financé. Et autrement dit, c'est un coup très dur. Et voilà, sur ce plan, on a dit, il n'en est simplement pas question. Et 2/3 des députés, hein, vous savez, la gauche seulement, ça représente 250 personnes sur 800 au Parlement de Strasbourg. Les 2/3 ont voté mon amendement. Ce qui prouve bien que nous sommes attachés à nos normes, à nos préférences, et que si les Américains et les négociateurs s'assoient dessus, eh bien nous voterons non. Il n'y a pas obligation de résultat. Et d'ailleurs, c'est une victoire dont s'est targué et dont s'est glorifié le gouvernement français, Sébastien. Et après, on va vous donner la parole là-dessus, sur l'exception culturelle. Hein. Oui, puisque donc, comme le Parlement européen, donc en mai 2013, a adopté cet amendement qui excluait tout le secteur culturel des négociations, eh bien, Nicole Bricq, un mois plus tard, a bataillé ferme auprès de ses homologues pour faire reculer la Commission européenne. Et alors, comment est-ce qu'elle a réussi à les convaincre? Comment est-ce qu'elle a réussi à exclure ce champ-là? On l'écoute sur France 24. Elle avait une arme secrète. J'avais un gros avantage tactique. Je n'étais pas pressée. Je savais que la présidence irlandaise tenait beaucoup à cet accord. Et je savais que la Commission, M. Barroso, avait répondu très vite et très haut à M. Obama quand il avait fait son discours au mois de mars devant le Congrès, le discours sur l'état de l'Union, et que Mme Merkel attendait le 18 juin M. Obama en Europe, puisqu'il y avait le G8, et à Berlin, aujourd'hui, où le président Obama devait célébrer les 50 ans de la déclaration de Kennedy, Ich bin ein Berliner. Donc je savais que tout ce petit monde-là était très pressé. Le temps ne comptait pas pour moi, et je l'ai dit au commissaire dès que je suis arrivée, parce que le commissaire m'a dit, vous savez, le commissaire européen au commerce m'a dit, vous savez, j'ai retenu une nuitée supplémentaire. J'ai dit, monsieur le commissaire, moi, je n'ai qu'un engagement demain à Paris, je suis venue en voiture, c'était la grève des trains, et donc j'ai dit, je suis venue en voiture, donc je peux partir quand je veux. Alors, Patrick Le Yarrick, est-ce que cet exemple ne montre pas qu'on peut, tout de même, dans une négociation, remporter des victoires sur la partie adverse, et notamment sur les États-Unis? Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce vote du Parlement européen. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement français, Aurélie Filippetti, ont beaucoup bataillé, comme vous dites, ont beaucoup travaillé, à tel point qu'ils ont réuni 14 pays autour d'eux. Tout ceci est vrai. Mais le mandat de négociation que se donne la Commission elle-même n'est pas si clair. Karel de Gucht dit, dans une interview, il dit « De toute façon, nous sommes libres. Il y a un article qui l'exclut et il y a un autre qui le réintègre. » Et il dit dans une autre interview, il dit « Mais le mandat précise clairement que la Commission aura la possibilité de revenir devant le Conseil avec des directives supplémentaires pour la négociation. » Autrement dit, cette affaire n'est pas ficelée ad vitam aeternam. Et ils se sont laissés la possibilité, certes, je parle du mandat de négociation. Certes, mais une première bataille a été gagnée. Non, mais le problème, c'est ce que disait Weber. Oui, mais non, mais nous discutons de... Oui, ça c'est vrai. Mais nous discutons d'un problème fondamental. C'est que la Commission, elle se donne elle-même un mandat de négociation et par avance, elle baisse la garde. Elle dit aux Américains, « Oh, mais s'il y a un problème, de toute façon, on refera. » Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas en train de défendre des intérêts européens dans cette affaire. On est en train d'être dans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le grand fatras, le grand marchandage, le grand marché unique où tout se vendra. Vous avez les moyens de peser sur ce point, sur les négociations qui vont se dérouler maintenant? D'après ce que je comprends, vous allez quand même les suivre d'assez loin. Ça va quand même être assez compliqué, non? Écoutez, on va installer ce comité de suivi parlementaire. Bon. La Commission, en effet, négocie.
Ça ne peut pas être autrement parce qu'on ne va pas négocier à 28 ministres des Affaires du Commerce. Bon. Bien. Mais dans cette affaire, il faut bien savoir qui est décisionnaire. Ce n'est pas la Commission. La Commission représente les autorités européennes dans la négociation. Et c'est pas elle qui décide. Si elle change d'avis sur la question de la télévision et des services culturels, eh bien, le gouvernement français, comme il l'a fait, posera son veto, comme il l'a déjà fait. Ce sont des changements de position qui ne peuvent être actés qu'à l'unanimité. Vous êtes d'accord avec ça, Patrick Le Yarrick? Oui, le président de la République peut mettre son veto. D'accord. Et je souhaite qu'il mette son veto. Et il le mettra sans doute. Je souhaite. Je ne dis pas, je ne reprendrai pas votre phrase. Non, personne ne sait. Mais alors, toujours est-il que sur cette affaire, tout de même, alors même s'il faut être très vigilant, la partie européenne a des chances solides de remporter la négociation. Non, moi je n'ai aucune confiance dans M. Karel de Gucht. Ce qui s'appelle aucune confiance de aucune confiance. D'accord, mais ni en M. Barroso. Alors là, je n'ai aucune confiance dans ces gens. Mais Weber nous dit c'est le Parlement européen qui a le dernier mot. Et de fait, oui, encore faut-il que nous ayons une majorité. Il y a eu une majorité pour voter. Il y a eu une majorité, mais vous savez, nous avons une majorité contre un accord d'échange de nos données bancaires, donner les données bancaires de tous les citoyens européens aux Américains. Nous l'avons voté à la majorité. Nous, en quelques mois, 6 mois après, on nous a ramené le même texte, vous avez mal voté, vous allez revoter. Là, il y a le même scénario sur le budget européen. Nous avons rejeté le budget européen. On nous le ramène, certes, il est un petit peu augmenté, mais pas selon nous. Et j'apprends hier soir du président du Parlement, tous les votes seront bloqués, on va faire ça en bloc, etc. C'est-à-dire que nous ne pourrons même pas intervenir sur les chapitres intermédiaires du budget. Donc, vous savez, une question qu'on devrait poser, en plus du secret, c'est la question du fonctionnement démocratique de l'Union européenne, même avec les parlementaires. Et je ne parle pas des citoyens. Très bien. Vaste question. Henri Weber, je pense que vous devez nous quitter. Absolument. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à la première partie de ce... C'est moi qui vous remercie et bonjour à vos invités. Voilà. Ils y sont sensibles et vous êtes de revoyure, si j'ai bien compris. Alors, pour terminer, un dernier aspect qu'on a appris à l'occasion de cette négociation, Sébastien, c'est qu'en cas de conflit entre une entreprise étrangère et un État, un nouveau mode de résolution de ces conflits allait être instauré. Oui, alors en fait, c'est ce que vous dénoncez, notamment dans votre livre, c'est que des multinationales pourraient désormais attaquer les États qui les empêcheraient de faire leur commerce au nom, par exemple, d'un principe de précaution. Et ces litiges ne seraient pas réglés par la justice ordinaire, mais par un tribunal arbitral privé. Alors, c'est déjà le cas dans le cadre de l'ALENA, qui est la zone de libre-échange nord-américaine. Le Canada, par exemple, a été attaqué par une firme américaine qui exploite le gaz de schiste, car la province de Québec a décrété un moratoire sur l'exploitation de ce gaz de schiste. Et il faut savoir quand même que c'est assez sérieux, parce que l'affaire est en cours, et la société américaine réclame tout de même 250 millions de dollars aux Canadiens. À l'État canadien. À l'État canadien. Alors ça, c'est écrit quelque part, parce que moi je m'y perds entre ce qu'on suppose et ce qui est vraiment écrit. Dans le texte, l'article 45 du texte. De quel texte? Du mandat de négociation que se donne elle-même la Commission. Ça aussi, on va à une négociation en commençant par baisser la garde. On choisit ce mode-là. On ne choisit pas le mode il peut y avoir des différends, mais on ne choisit pas le mode de juristes internationaux reconnus dans le cadre de tribunaux, même les tribunaux de l'Organisation mondiale du commerce. On décide de faire comme le traitement de l'affaire Tapie. On fait des tribunaux arbitraux privés. Nous avons aujourd'hui 518 cas comme cela. Et par exemple, Philip Morris poursuit l'Uruguay et l'Australie parce que ces deux pays ont osé mettre des normes sanitaires sur les paquets de cigarettes, par exemple. Alors, le texte exact de cet article 45, et je peux m'y reporter puisque vous l'avez publié, donc voilà, l'accord devrait comprendre des dispositions permettant la résolution pratique des problèmes tels qu'un mécanisme flexible de médiation. C'est bien ça que vous dénoncez et que vous traduisez par tribunal arbitral privé à la tapis, quoi. Mécanisme flexible de médiation, c'est ça? Non. Si, 45. C'est règlement.
Non, l'accord comprendra un mécanisme approprié de règlement des différends qui veilleront à ce que les parties suivent les règles mutuellement convenues. Mais règlement des différends. Moi, je peux vous dire, mécanisme approprié, c'est très vaste. Non, mais c'est pas mécanisme. C'est le système qui est à l'œuvre aujourd'hui à l'ALENA, et c'est le système qu'on met aujourd'hui à l'œuvre et que réclament les Américains. Mais je veux dire, c'est de la manière dont c'est rédigé dans le fameux article 45, c'est plus vague. C'est mécanisme approprié de règlement des différends. Ils disent pas tribunal arbitral privé. Voilà. Évidemment, ils vont pas dire 4 multinationales vont se réunir entre elles contre un État. Ça se fait pas, c'est pas poli. Mais c'est comme ça que ça se passera. Sur ce point, arbitrage de monsieur le spécialiste. Spécialiste, je ne sais pas. Il y a 2 points. D'abord, sur le caractère nouveau, non. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, parce que c'est prévu dans une multitude d'accords bilatéraux d'investissement. Je crois qu'il y en a près de 3000 aujourd'hui. Dont des accords d'ailleurs avec des pays de l'Union européenne, puisque ce n'est que depuis le traité de Lisbonne que l'investissement devient une compétence communautaire. Donc c'est pas nouveau. C'était également dans des traités de libre-échange, on a cité l'ALENA. Donc ça, je dirais, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne crois pas qu'il y aura un tribunal strictement privé. Alors ça peut pas être l'OMC, parce que l'OMC n'a pas de compétence sur l'investissement. Donc on ne peut pas passer sur l'investissement par la procédure de règlement des différends de l'OMC. Mais ce qui tend à s'imposer aujourd'hui, c'est un organisme qui dépend de la Banque mondiale. Bon, c'est ce qu'on veut de la Banque mondiale, mais ça a quand même un statut international, qui est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Ah oui, alors la Banque mondiale, c'est quand même pas, comme vous disiez, 4 multinationales qui se réunissent dans un coin. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Si ? Non, mais le choix qui est fait est celui que je dis là, qui est aujourd'hui à l'œuvre à l'ALENA, qui est à l'œuvre d'ailleurs, c'est vrai, dans d'autres traités de libre-échange qui nous parviennent au fur et à mesure. C'est ce système-là qui est à l'œuvre, mais dont sont victimes des pays européens. Je crois que l'Allemagne est aujourd'hui poursuivie par une multinationale suédoise pour avoir arrêté son programme nucléaire, par exemple. Ceci existe déjà. On lui réclame 3 milliards, 3 milliards 700 000 euros de dons. Inversement, des entreprises européennes ont porté plainte contre différents États, notamment des plaintes qui m'ont un peu choqué vis-à-vis de l'Argentine, par exemple. Pourquoi inversement? Contre l'Argentine. Donc je dirais que c'est réciproque. Le danger, s'il y a un danger... Mais vous confirmez ce que dit le Yari, c'est-à-dire il y a bien en ce moment une plainte contre l'Allemagne. Ça, je ne connais pas les détails. Je sais que le CIRDIP, par exemple, a traité l'année dernière une 50aine de conflits de ce type. C'est quoi le CIRDIP? Donc le CIRDIP, c'est ce centre qui dépend de la Banque mondiale et qui a traité une cinquantaine de différents... et c'est devant cet organisme qui est déposé la plainte de la multinationale suédoise contre l'Allemagne? Ou alors... Non, il réclame la constitution d'un tribunal à partir de cette plainte. Mais alors, par exemple, l'affaire américano-canadienne, là, sur les gaz de schiste dont parlait Sébastien à l'instant, la plainte de l'entreprise américaine contre l'État du Canada, elle est pendante devant quel tribunal? Qui va juger de ça? Mais c'est tout le problème, c'est que c'est une dépossession de la fabrication de la législation par les législateurs et par les gouvernements eux-mêmes. Au profit de qui? C'est toujours au profit des multinationales. Non, mais qui juge? Sébastien nous dit qu'il y a une plainte d'une multinationale contre le Canada qui réclame 250 millions de dollars, puisque le Canada refuse l'exploitation des gaz de schiste. Mais ça va être jugé devant qui? Qui va décider que le Canada paye ou ne paye pas? Eh bien, ils vont former ce tribunal arbitral. Ah, il n'est pas encore formé. Non, ils vont former. Mais le Canada, par exemple, le Canada refuse de mettre une matière, refuse une substance dans le carburant. La société américaine, poursuit le Canada. Mais devant qui? Pareil, elle réclame la formation d'un tribunal arbitral. Donc elle ne poursuit pas. Pour l'instant, elle ne poursuit pas. Elle demande... Elle demande, et il n'y a pas de tribunal, on ne peut pas poursuivre. Ça va se faire. Et le même Canada poursuit la directive européenne carburant.
Donc vous voyez bien... Voudrait poursuivre, c'est pareil, j'imagine. Vous voyez bien qu'on est dans un système aujourd'hui où ce sera la loi du plus fort, la loi de l'argent, et non plus des législateurs élus par les peuples qui vont décider des législations. Enfin, si je peux me permettre, on n'en est pas encore tout à fait là, dans la mesure où ces tribunaux arbitraux ne sont pas constitués, si j'ai bien compris. Il y en a. Il y en a certains constitués. Là où je suis, où je nuance, où je nuance par rapport à Patrick Le Yarrick, c'est justement le fait que des institutions plus internationales, peut-être plus légitimes, contestables, mais plus légitimes, sont en train de se former. Et si je ne me trompe pas dans ce qu'on peut savoir de l'accord avec le Canada, c'est bien cet organisme dépendant de la Banque mondiale qui servira d'instance d'arbitrage avec, si je ne me trompe pas, un médiateur désigné par l'entreprise, un autre médiateur par l'État et un troisième avec l'accord des deux. Et si on regarde le rapport de cette institution, le CIRDI, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, la plainte des entreprises est rejetée au profit des États. Donc c'est pas non plus systématiquement une victoire des entreprises. Reste le fait que là, effectivement, là, je suis d'accord avec Patrick Le Yarrick, c'est que le principe même de cette plainte des entreprises contre un État qui aurait changé sa législation est en elle-même assez choquante. C'est-à-dire que la notion d'expropriation directe ou indirecte est en fait interprétée au sens très très large et on peut avoir effectivement très rapidement des abus, une sorte de harcèlement. Et là, effectivement, rien que dans la philosophie même, on a une association des investisseurs, enfin une sorte de contrôle de la législation des pays par les firmes multinationales. Donc là, effectivement, le principe même peut être choquant et débattu et contestable. Bon, maintenant, ce n'est pas aussi noir quand même que le dit Patrick Le Yarrick sur la victoire systématique des firmes multinationales. Oui, parce que vous dites, dans la majorité des cas, ils ont perdu. Ceux qui sont passés au CIRDI, oui. Et ce qui est quand même la grande majorité. Quel est l'intérêt des États dans cette affaire ? Ah ben c'est pas les États qui portent plainte. Ben non. Oui, non, mais le fait là, dans la négociation entre États-Unis et Union européenne, c'est la Commission européenne c'est que les firmes européennes peuvent elles-mêmes porter plainte. Il faut bien voir que c'est un instrument qui est globalement favorable à ceux qui investissent à l'étranger par définition, donc plutôt les pays industriels. Alors c'est souvent entre pays industriels, puisque la majorité des investissements sont entre pays industriels, mais les investissements sont par ailleurs de plus en plus des investissements vers les pays en développement, qui, je dirais, presque par définition, sont appelés à faire évoluer leur législation pour accompagner leur développement. Donc ça va être de plus en plus des plaintes des firmes multinationales canadiennes, américaines ou européennes contre des pays en développement, c'est pour ça, ou émergents. C'est pour ça que j'ai cité le cas des plaintes qui avaient été faites par EDF ou par Vivendi contre l'Argentine au début des années 2000. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Moi, ce que j'en retiens quand même, c'est une espèce de sous-information générale sur toutes ces questions. Alors, sous-information du public, ça va de soi. Mais même vous, qui suivez ça de très près, ou Weber, qui était à l'instant avec nous, sur plusieurs points, on voit qu'on n'est pas sûr. Est-ce que c'est dans le texte? Est-ce que ça y est pas? Est-ce que ça s'est retrouvé dans le texte suivant? Comment on peut expliquer globalement cette sous-information, y compris d'un universitaire spécialiste, d'un journaliste issu ça de très près, ou d'un C'est du droit. C'est du droit. Donc que tout droit peut susciter des interprétations différentes et que le droit fixe des règles et ne rentre pas dans les détails. C'était le cas pour le bœuf aux hormones. C'est ça la raison. La seule raison. Mais personne n'est en mesure de maîtriser en 24 heures 1000 pages de texte juridique, surtout s'il est juriste. Si on veut se tenir informé d'une manière la plus précise et la plus pointue possible, il faut lire quoi? Faut aller quels journaux? Il faut aller sur quel site? Alors je vous demande pas vous, si vous allez me dire qu'il faut lire l'UMA, mais non. Ah bon, faut pas. Si, il faut lire l'UMA quand même. Non, mais je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire, il faut se renseigner à plusieurs sources. Il faut arriver. Pour un citoyen, comment il y a des décrypteurs désormais d'un certain nombre de... Internet. Ah oui, mais Internet, c'est vaste. Alors, faut aller où? Non, c'est pas très vaste. Vous tapez sur Internet traité transatlantique de libre-échange, ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, et à ma surprise, tous les sites pratiquement étaient des sites
contestataires de ce traité. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de position. Ce qui pose pas le problème, parce que par exemple sur le bœuf aux hormones, où on revient toujours sur le même sujet, impossible de trancher et on ne sait pas sur quoi ça se base. D'où la nécessité d'avoir une information officielle à côté d'une information contestataire. Alors, le problème est effectivement celui-là, c'est que toute l'information, on donne beaucoup de choses dans l'information officielle quand même, on ne donne pas les détails. Ça c'est clair, notamment sur les mandats de négociation. Mais vous avez un certain nombre de grands principes, très souvent langue de bois, qu'il faut évidemment confronter et interpréter comme langue de bois. Et vous avez les think tanks, les Daniel, journaux, hormis l'Humanité qui est un bon journal, il y a des sites. Il y a un site dont je suis en train de chercher le nom qui travaille sur le traité transatlantique depuis des années. Je sais plus son nom. Le nom vous a échappé, si vous le site, je vais le retrouver. Il y a le site contre la Cour. Vous avez une multitude, vous-même sans doute. Il y a une multitude. Nous on est dépendants. On est dépendants de vous, si j'ose dire. Non, mais pas seulement. Donc il y a les sites d'attaque qui travaillent beaucoup autour de ça. Un certain nombre de fondations qui travaillent beaucoup autour de ça. Donc on n'est pas non plus sans rien. Il va y avoir un collectif qui est sous l'égide d'attaque d'ailleurs, qui est en fonction, je crois, autour de ces enjeux. Comme il y en avait eu d'ailleurs à propos de l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements, qu'on avait mis en échec et qui revient là. Bien sûr, et qui revient là. Merci, on continuera à être vigilant, mais comme dit Sébastien, c'est pas gagné. Mais c'est pas une raison pour renoncer. À la semaine prochaine pour un autre débat.